Et c'est y part. Hop là. Et bonjour à tous et à toutes. Bonjour Twitch. Bonjour TikTok, parce que aujourd'hui on a réussi à faire en sorte d'être en live aussi sur TikTok. Il n'y a pas de réverbération de son, tout va bien. Par contre, les gens qui sont sur Twitch, vous avez l'habitude, il y a un décalage. Mais je vous le dis tout de suite, sur TikTok, vous avez le décalage de Twitch plus le décalage d'un viewer. Parce que du coup, je suis en train de streamer sur TikTok l'écran de Twitch. Donc du coup, si sur TikTok vous posez des questions, ne vous en faites pas si on prend du temps à vous répondre. C'est simplement qu'il y a un énorme délai. Voilà, c'est tout. Et bienvenue Néla, bienvenue à toi pour cette émission de la magie. Aujourd'hui, je suis avec Wolfie. Je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour. C'est moi, c'est Wolfie. Je suis tout nouveau sur cette émission, donc voilà. J'espère que vous me ferez un très bon accueil. Et j'ai hâte de pouvoir parler avec vous. D'ailleurs, Wolfie qui du coup est le premier chroniqueur qui est, alors je dirais pas expert, mais au moins connaisseur du panthéon nordique. Non, alors tu peux dire le mot expert, voyons. Alors oui, notre cher expert Wolfie du Panthéon nordique. Et aujourd'hui, dans les pas des anciens, il va vous parler de ça pour la première fois sur la magie. Donc je suis très content de ça parce que c'est le seul que je connais qui pouvait en parler. Et du coup, comme vous l'aurez remarqué aussi, il n'y a pas Margot, il n'y a pas Chroniqueur Bisou, il n'y a pas Elisheva, il n'y a pas Elisa, il n'y a pas les habitués. Parce que tout simplement, elles étaient, puisque... il y a aussi Chimine, le pauvre, pas disponible aujourd'hui. Donc petite émission, tranquille à deux aujourd'hui, 4 chroniques. Je vous refais un petit peu le listing. Je vais vous parler de la cartomancie dans la chronique pratique. Ensuite, ce sera Wolfie qui vous parlera des légendes autour de Yule dans Il était une fois. Ensuite, je vous parlerai d'un créateur un peu sorcier dans Nos sorciers ont du talent, d'ailleurs première de la chronique, donc je suis très très content de pouvoir enfin la sortir celle-là, parce que j'aime bien son nom. Et ensuite on terminera avec le Panthéon nordique dans les pas des anciens avec Wolfie ici présent. Donc déjà j'espère que vous allez tous bien en ce début décembre. Pour ceux qui ont commencé un petit peu tout ce qui est calendrier de l'Avent ou à se ronger les sangs par rapport aux fêtes de fin d'année, j'espère que vous allez bien aussi. Ne vous inquiétez pas, on est ensemble, même si moi cette année j'ai la grande chance de ne pas être convié à des fêtes, que ce soit Noël ou Nouvel An. À chaque fois j'arrive à les esquiver et je suis très content. Et toi, je sais pas si toi Wolfie t'as commencé à faire des trucs, à planifier des machins pour la fin de l'année. Bah moi, tout simplement, j'ai un gros repas de famille, donc ça va être tout simplement le repas de famille quoi pour Noël, quoi. Après, sinon, non. C'est pas forcément une fête que je fête de trop, Ouais. d'habitude. C'est le classico repas de famille qui dure 15 ans. Genre, tu commences à manger, il est 10h parce que c'est l'apéro, et tu finis, il est 18h, et oh bah tiens, il faut manger le soir, tu vois. C'est ça. Et non, mais en plus, on va être une caserne et tout. Oh. Ah, quel enfer, quel enfer. En tout cas, on espère que tout le monde va bien sur TikTok et sur Twitch, et même sur YouTube pour ceux qui sont en train de regarder cette émission en rediffusion. On espère aussi que le son est ok au niveau TikTok. Je sais pas si jamais il y a des problèmes, n'hésitez pas à faire des retours sur TikTok, que ce soit de lag, que ce soit de son ou ce genre de choses. Et aussi, au fur et à mesure des chroniques, on répondra aux questions des gens sur Twitch et des gens sur TikTok parce que j'ai le chat en face de moi et ça, c'est assez incroyable. Donc, du coup, commençons cette émission avec, hop là, avec votre humble serviteur qui est moi-même. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la cartomancie. Je lance la transition qui met son temps. Aujourd'hui, elle ramote un peu la transition. Ouais, la pratique, la cartomancie. Ok, je me sors mon petit truc parce que comme vous le savez, ceux qui ont l'habitude, j'ai toujours mes petites chroniques qui sont écrites, évidemment. Donc du coup, la cartomancie, je crois que j'en ai déjà parlé sur TikTok, mais j'en suis pas sûr et cette vidéo doit dater un petit peu. Donc pour vous expliquer déjà le mot, vite fait, cartomancie, c'est la mancie via les cartes. La mancie c'est quoi? C'est l'art de regarder dans le temps. Moi je dis dans le temps, normalement c'est dans le futur, mais en soi avec les cartes on peut aussi regarder dans le passé et dans le présent. Évidemment. Donc déjà, je tiens à dire que cette chronique n'a pas vocation à retracer l'histoire de la cartomancie. Je ne vais pas du tout en parler. C'est pas le but. Là, on est vraiment dans la chronique pratique. Donc on parle de pratique.
Et je ne vais pas non plus vous décrire une pratique universelle. Je vais surtout parler de la mienne, qui m'est propre. Je vais parler un petit peu des pratiques que vous pourrez croiser chez d'autres aussi, mais un petit peu moins. Je vais surtout me baser sur ce que je sais. Donc ma pratique à moi, c'est quelque chose que j'ai développé au fur et à mesure du temps, hein, comme tout cartomancien ou cartomancienne, en m'inspirant des techniques déjà existantes et en développant aussi certaines méthodes qui me sont propres. Pas qu'il y ait que moi qui sache les faire, hein, tout le monde pourrait les faire, c'est pas le problème. Et ce serait présomptueux aussi de le dire. Juste que je ne connais personne, il n'y aura jamais personne qui pratique la cartomancie comme moi. Comme personne ne pourra jamais pratiquer exactement de la même manière que n'importe quel autre cartomancien, cartomancienne, évidemment. Chacun a sa manière de faire, chacun a ses méthodes, et personne ne pourra pratiquer exactement comme une autre personne. Pour commencer, du coup, je vais vous parler des deux grandes familles de cartes qui existent et que vous connaissez aussi déjà sûrement, qui sont du coup les oracles et les tarots. Pour faire la différence, la principale caractéristique qui les différencie, c'est le nombre de cartes et la méthodologie de création. En effet, un jeu de tarot contient 78 cartes comprenant 56 arcanes mineures réparties en 4 familles. Donc nous avons les coupes, les bâtons ou baguettes selon les versions, les épées et les pentacles, désolé j'ai le nez bouché, ou écus. Encore une fois, selon les versions, les noms peuvent changer. Et 22 arcanes majeures. Là, je ne les ai pas notés, mais par exemple, vous avez la roue de la fortune, la mort, la grande prêtresse, enfin tout ce genre de grandes cartes que vous connaissez un petit peu déjà. Et bien que cela soit ancré, il est toujours possible de trouver des tarots à 79 ou 80 cartes, comme par exemple le tarot de l'illumination que j'ai ici, qui lui possède 80 cartes. En fait, il y a deux arcanes majeures qui ont été ajoutées. Il y a celle du puits et celle de l'artiste. Donc là, on peut voir qu'il y a quelqu'un qui a pris un petit peu des libertés autour du tarot. Cependant, un jeu de tarot, c'est toujours arcane majeure, arcane mineure, et ça reste immuable, même s'il y en a qui prennent un peu des libertés par rapport à ça. Donc ensuite, nous avons les oracles. Eux n'ont pas de prérequis comme le tarot. Ce sont des jeux de cartes que l'on peut créer tout à fait librement. Du nombre de cartes à la manière de les tirer jusqu'aux significations de chaque carte, tout est libre quand on crée un oracle. Alors il existe de nombreux oracles différents, et en voici deux exemples. Donc du coup je vous ai pris mon oracle des dragons, tout à l'heure je vous montrerai un petit peu les cartes, qui a de grandes cartes avec des significations écrites dans un petit carnet, donc c'est un format somme toute classique que vous pourrez croiser un peu partout. Et je vous ai choisi aussi un deuxième petit oracle, c'est le petit oracle des sons. Donc ça, c'est une petite édition qui... Enfin, c'est pas une édition... Si, c'est l'édition Contredire qui fait plein de petits oracles. Donc moi, j'ai les sons, j'ai celle de la création et j'ai aussi celui de la nature, me semble-t-il. Et eux, c'est vraiment des petites cartes. Vraiment, pour vous montrer, c'est des toutes petites cartes où il y a de simples phrases écrites dessus. Donc là, il n'y a pas de petit carnet explicatif. Il y a juste vite fait au fond de la boîte comment les tirer. Mais il n'y a pas d'illustration, c'est vraiment des petites phrases. Donc ça reste un peu différent. Donc en plus du format, une des différences entre les tarots et les oracles sont les messages que vous allez pouvoir en tirer. Les tarots sont de la mancie pure et dure. Avec, on prédit l'avenir, on va chercher dans le passé, ou on décode le présent avec des cartes informatives. Avec les oracles, c'est différent. La majorité des oracles que je connais sont plutôt tournés sur le conseil, le travail sur soi, ou encore la connexion à des choses qui semblent lointaines, comme les vies antérieures ou les esprits par exemple. Il existe évidemment des oracles purement divinatoires, et par exemple, l'oracle de Béline, c'est mon petit préféré, qui est clairement un oracle au vu des cartes et de sa composition, mais qui donne des messages informatifs, comme les tarots, et qui est de la mancie pure. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu les grands types de jeux de cartes, comment en choisir un? Alors, c'est très simple. Ce n'est pas vous qui choisissez vos cartes, c'est vos cartes qui vous choisissent. Si vous achetez un jour un oracle ou un tarot qui ne vous a pas choisi, vous le ressentirez très vite dans vos tirages. Ils seront soit plus difficiles qu'avec d'autres cartes, soit ne seront pas clairs du tout, soit très antinomiques. Il est important de se laisser guider par son intuition lors du choix et de ne pas s'arrêter juste à l'esthétique chatoyante des cartes ou s'il vous a été présenté par un ou une influenceuse que vous aimez bien. Il faut se sentir comme un appel, comme une connexion profonde avec le jeu et ça peut se manifester de plusieurs manières. Comme croiser plusieurs fois le même paquet de cartes, par exemple via des pubs, des vidéos ou en passant dans une librairie. Avoir l'intuition que vous devez vous le procurer,
pas juste par simple envie, comme un beau vêtement que vous voyez chez H&M et vous vous dites, ah, il me le faut, il est trop beau, et plutôt comme un besoin un peu plus profond, comme un espèce d'appel. Ou il peut aussi simplement venir à vous par le biais d'un cadeau. Il y en a beaucoup, j'ai vu, qui disent qu'il ne faut pas offrir des cartes de tarot ou d'oracle ou ce genre de choses. Moi, on m'en a déjà offert et ça n'a jamais été quelque chose qui s'est répercuté de façon négative dans ma vie. Donc, pour moi, c'est tout à fait viable d'offrir un oracle ou un tarot en cadeau. Et du coup, pour la petite anecdote, j'avais une amie à moi qui hésitait à acheter Béline malgré le fait qu'elle le croisait partout et tout simplement parce qu'elle avait un peu peur de ce jeu vu qu'il est très caractériel. Elle avait peur de l'acheter sans que lui l'appelle, donc du coup elle remettait toujours son achat à plus tard. Et puis un jour dans un réunion ésotérique, elle regardait des oracles et tarots dans une petite vitrine un peu basse, donc elle était accroupie, et Béline lui est carrément tombée sur le crâne. Donc Béline lui a dit ok, ça suffit, maintenant tu m'achètes. Donc ça peut avoir vraiment ça peut se faire vraiment de façon différente en fonction des gens finalement. Donc maintenant que je vous ai dit un petit peu les deux grandes familles de cartes et comment en choisir, je vais vous parler de leur fonctionnement parce que ça reste quelque chose d'assez important. Donc déjà on peut mettre en lumière deux types de jeux. Ceux dont l'ensemble des cartes donc du jeu est lié à une entité, une seule, et ceux dont chacune des cartes sont liées à des entités bien distinctes. Donc par exemple, si on prend Béline, donc là j'ai ou même le tarot de l'illumination aussi, ça marche pareil. Hein. Eux, ce sont des jeux qui sont liés à une seule identité. Béline est lié à l'entité Béline, et le tarot de l'illumination à celle du tarot de l'illumination. C'est donc cette entité-là, qu'importe sa nature, qui va venir vous délivrer ces messages via les cartes. Quand vous faites un tirage avec Béline, par exemple, c'est Béline qui vous parle au travers des cartes et répond à vos questions. Pareillement pour le tarot de l'illumination. Ou par exemple au petit oracle des sons. C'est son cas aussi. Si par contre on prend l'oracle des dragons, lui, chacune de ces cartes sont liées à des entités différentes. Alors, quand je tire ces cartes-là, ce sont les cartes individuellement qui viennent me délivrer leur message. Et pour savoir si vos jeux font partie de l'une ou l'autre de ces catégories, vous pouvez tout simplement le savoir en regardant les cartes. Si chacune des cartes a un nom propre avec une figure spécifique, donc là je vais vous montrer un petit peu l'exemple, hop là, des dragons. Donc par exemple, bon, vous le voyez à l'envers parce que c'est en version miroir, mais par exemple cette carte là c'est l'aîné, donc représenté par un dragon. On a Lady Griane qui est représentée par Lady Griane. On a la dame en bleu qui est une dame en bleu. Donc ça veut dire que cette carte là est liée à Lady Griane, cette carte là à l'aîné, cette carte là à la dame en bleu, etc., etc. Donc ce sont des entités bien distinctes. Donc c'est elles qui vont venir me répondre. Si par exemple vos cartes sont plus liées à des idées, à des concepts, elles feront partie du coup de la deuxième catégorie, non, de la première catégorie, c'est-à-dire la catégorie des jeux de cartes qui sont liés à une seule entité. Donc par exemple, je vais vous montrer Béline. Béline, les cartes, là par exemple nous avons la maladie, c'est un concept. Nous avons l'étoile de l'homme, pareil, ça reste un concept. L'étoile de la femme, un concept. Les ruines, etc., etc. Donc ça veut dire que Béline, via ces cartes-là, va venir me donner des messages, mais chacune des cartes n'est pas liée à une entité bien distincte. Hop, tac, tac, tac. Voilà. D'ailleurs, pour qu'importe le type de carte, que ce soit des esprits qui existent avant la création des cartes, ou que ce soit des égrégores qui sont nés avec la création des cartes, ça reste viable. Tout reste viable. Et si vous ne savez pas ce que c'est un égrégore, je vous invite à aller regarder ma vidéo à ce sujet sur la chaîne de la magie, évidemment. En ce qui concerne la méthodologie de tirage de cartes pour les débutants, alors du coup, juste Orphéonia, bienvenue à toi sur TikTok évidemment. Et on va pas parler que de cartomancie, c'est une émission, donc on va parler d'autres sujets après. Donc du coup la méthodologie de tirage de cartes pour les débutants, vous avez des petits carnets par exemple, bon il va être un peu destroy parce que celui-là il date, mais par exemple dans l'oracle des dragons j'ai ce petit carnet avec toutes les explications de cartes, des méthodologies pour tirer, comment tirer, où placer les cartes et tout ça. Donc ça peut vous donner des premières pistes à exploiter sur comment tirer les cartes, comment les placer, qu'est-ce qu'elles représentent en fonction de là où elles sont placées, etc., etc.
Vous avez aussi des sites internet ou des livres où vous pouvez trouver plein d'autres méthodes si celles qui sont dans les carnets ne vous parlent pas évidemment. Le tout est de tester car il n'y a pas de mauvaise manière de tirer les cartes. Pour ma part, là je vais parler du coup de ma pratique personnelle pour vous donner un petit exemple. Pour commencer, à chaque fois je tape 3 fois sur le côté visible des cartes afin d'enlever l'énergie de la dernière question posée. Je les bats en pensant à la question présente, enfin qui est sur le moment présent, s'entend, et en me concentrant sur la personne à qui je les tire, si ce n'est pas moi évidemment, sinon j'ai pas besoin de me concentrer sur ma propre énergie. Puis je les étale et les tire avec ma main gauche. Ça c'est un truc qui est beaucoup représenté, tiré par la main gauche parce que c'est la main qui est reliée avec le côté intuition et tout ça. Mais après tirer avec la main droite c'est aussi ok, hein. Et la plupart du temps, après, du coup, je me laisse guider totalement. Ma main gauche, c'est un peu comme si elle tirait d'elle-même les cartes. Mais parfois, il y a des cartes que je vois et je me dis, elle, il me la faut maintenant et il faut que je la mette ici, par exemple. Et en termes de placement, avant de tirer, j'ai eu une image très précise qui me vient en tête, qui m'est communiquée du jeu, pour savoir combien je dois tirer de cartes et où les mettre. Mais ça, ce n'était pas le cas au début, hein. Ça, c'est quelque chose qui est venu avec le temps, avec la pratique. Au début, c'était vraiment, je prenais mon petit livre, j'allais sur Internet et je me disais, ok, il faut que je fasse ce placement-là parce que le site et la dame m'a dit qu'il fallait faire comme ça. Mais effectivement, ça m'est venu avec le temps et en enrichissant mes relations avec mes jeux de cartes. Ce qui me permet de faire la liaison avec la suite. La relation que vous allez avoir avec vos cartes est très importante. Comme dit précédemment, vous allez bosser avec des entités. Donc, soit elle est seule en fonction du jeu de cartes, soit elles sont plusieurs liées à chaque carte. Donc, ce sont des esprits conscients et qui ont des caractères. Il est donc important d'apprendre à les connaître en faisant plusieurs tirages au début ou en mettant en place aussi un petit rituel d'accueil quand vous en achetez un nouveau. D'ailleurs, c'est une étape qui n'est pas obligatoire. Un jeu peut très bien se synchroniser avec vous et votre énergie simplement en restant chez vous ou dans une pièce où vous passez du temps. Ça peut cependant prendre un peu plus de temps. Pour ma part, je les pose une nuit sur mon hôtel car c'est l'endroit où mon énergie est la plus présente et ça marche plutôt bien. Certains vous diront qu'il faut absolument purifier vos cartes, mais je trouve que c'est une perte de temps, sachant que chaque jeu est lié à une ou plusieurs entités. Ils sont assez autonomes en fait en termes de gestion et de leurs énergies, et je n'ai jamais eu aucun souci avec des jeux que je n'ai jamais purifiés. D'ailleurs, aucun de mes jeux ne l'est. Si je peux vous donner des conseils pour bien établir votre relation avec vos jeux, c'est faites des tirages évidemment, parlez-leur, un petit peu comme quand on parle à nos plantes, et faites-leur confiance. Et d'ailleurs, si vous avez des questions maintenant que cette rubrique est finie, je peux prendre quelques minutes pour y répondre, et avec le délai évidemment, si vous posez la question en décalé, je pourrai y répondre quand même. Voilà pour la cartomancie, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Je vais dire bienvenue à ceux qui sont arrivés entre temps. Kilicel Skonan, bienvenue à toi. Et qui dit: je suis tellement chaotique au niveau du placement, j'en tiens de moins en moins compte, surtout avec mon premier tarot. Oui, tu sais, moi je suis un petit peu pareil du coup. J'ai pas changé, je suis pas retourné en principal, je reviens. Hop là. Moi aussi je suis un petit peu chaotique avec le placement des cartes, ce genre de truc. J'espère que... Est-ce que tu as appris des trucs, Wolfie, ou est-ce que tu étais trop fort et du coup je t'ai rien appris? Non, je suis trop fort. Non, tu m'as quand même appris des trucs parce que, alors tu sais très bien que j'utilise pas de tarot basique. Ouais. Que par contre, je parlerai d'un autre truc qui est l'équivalent, mais chez nous. Les runes? Eh oui. J'ai spoilé. Bon, je vais pas trop en dire. Tu peux dire juste Kilis. Mais tu es sur le Discord de toi, Kilis, je crois. Enfin, du coup, bienvenue, Kilis. Bienvenue sur la magie, parce que c'était ton premier message, donc on te souhaite la bienvenue, évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc. Ah oui, ça, je trouvais ça important de parler du fonctionnement des tarots et des cartes, parce que... oui, on se connaît un peu, voilà, c'est bien ce que je me disais. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un aborder le principe du fonctionnement des cartes. Et parfois, il y a des gens aussi qui disent que c'est notre inconscient qui, par les cartes, communique et tout ça. Donc, je trouvais que c'était important aussi de mettre la lumière là-dessus. Je sais pas si toi, tu le savais, comment ça fonctionnait. Si, je savais comment ça fonctionnait, quoi. Ouais, je pense que ceux qui... Tu m'en avais déjà parlé. Ouais, voilà. Et puis, ceux qui pratiquent avec les cartes, je pense qu'ils s'en rendent compte aussi au bout d'un moment que c'est pas leur inconscient qui parle par les cartes, mais c'est plus...
C'est comme si, par exemple, Béline, c'est comme si tu avais l'entité Béline qui avait ses cartes comme ça, qui dit pose tes questions, mon petit, et puis il te donne les cartes au fur et à mesure pour te donner la réponse, parce que c'est la seule manière qu'il a en fait pour communiquer avec toi en fait. Mm. Oui, Nouille et ça, Claude qui dit ami de la magie, bonjour. Et coucou Nouille et Claude, quelque chose me dit que bonjour. on te connaît aussi sous le nom d'Arca. Peut-être. Ou peut-être que simplement tu viens d'Arca. Donc du coup, si personne n'a de questions, c'est cool, ça veut dire que tout était tout à fait clair. Donc c'est cool. À moins que tu aies endormi tout le monde, ça c'est une autre possibilité. Oh, moi j'essaye de rester positif, ok? Parce que j'ai pas confiance en moi. Non, non, je pense que comme il y a des décalages aussi, peut-être qu'il y a des gens qui auront des questions après, mais on peut Mais y répondre aussi je en décalage. rigolais. Ouais, Je ouais, rigolais. hein. Moi je sais que t'es méchant au final. Nella qui dit on est bien réveillé. Voilà, chez Wolfie. Lina Lynx qui dit bonsoir, je sais pas si c'est dans le sujet, mais comment savoir si on a des guides? J'ai peur de pratiquer perso et de faire des trucs mal. Alors effectivement, on n'a pas de chronique spécifiquement par les guides, mais je vais prendre 2 minutes pour te répondre quand même parce qu'on est là pour répondre aussi aux gens. Euh, Moi, je pars du principe que on n'a pas tous automatiquement des guides, parce qu'il y en a certains qui disent tout le monde a un guide, mais pour moi, c'est pas automatique. Donc, si tu as envie de le savoir, je te conseille des méditations guidées, comme par exemple sur la chaîne que j'adore, qui est de Pascal Picavé. Alors, je vais l'écrire dans le chat. Pascal Picavé, qui fait d'excellentes vidéos de méditation guidée et qui, par ces vidéos-là, il y a certaines vidéos qui sont faites pour rencontrer son guide. Et quand tu rencontres pas de guide, c'est que tu n'en as pas et que du coup, tu dois en demander un si tu as envie d'en avoir un. J'espère avoir répondu à cette question rapidement, donc n'hésite pas à Après, avoir. Oui. je me permets juste de rajouter un petit truc concernant le fait d'avoir peur de faire des trucs mal. Sache que peu importe dans n'importe quel domaine, au tout début, tu feras forcément un ou deux trucs mal. C'est pas bien grave durant que tu puisses apprendre de ton erreur. Oui, voilà, il faut savoir que c'est pas parce que demain tu vas faire un rituel et que tu vas faire une petite bourde que d'un coup tu as tous les démons des enfers qui vont venir chez toi, hein. Faut savoir doser. Les erreurs, c'est pas grave et ça permet d'apprendre. Tout le monde en fait. Alors, je suis désolé, il faut que je me bouche. Donc, je vais juste. Je te lance sur Il était une fois. Allez. Donc aujourd'hui, petite légende autour de Yule. Ou Yule, ça se dit comment Exactement. d'ailleurs? Yule, ça se dit très bien, Yule, comme ça. Ok, Voilà. ça se dit comme ça. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Donc du coup, je lance la transition et je vous laisse avec Wolfie pour des petites légendes de Yule. Allez, alors du coup déjà pour introduire un peu les sujets, je vais parler de trois petites légendes qui sont quand même connues au final, enfin, alors deux principalement connues de tout le monde, mais qui ne savent pas d'où elles proviennent. Voilà. Et une troisième qui est un peu moins connue que les deux autres. Donc je vais déjà commencer par celle qui est un peu moins connue, qu'on appelle l'eau nouvelle. L'eau nouvelle, qu'est-ce que c'est? En fait, l'eau nouvelle, c'est principalement une substance. Bah, en fait, c'est de l'eau, hein, littéralement. C'est de l'eau qui est fortement chargée en énergie. Et en fait, c'est comme si en fait, ça reproduit un courant qui charrie la vie, mais à une période aussi propice que celle du Nouvel An, donc celle pour Yule au final. Elle devient encore plus puissante, énergétiquement parlant. Et en Grande-Bretagne et dans d'autres parties en Europe, en fait, son pouvoir de la nouvelle eau, pourquoi est-ce que c'est la nouvelle eau, etc., et pourquoi ça a été créé, c'est parce qu'en fait, à l'époque, dans les religions païennes, et donc du coup, ce qui comprend aussi la nordique et les Celtes, on pensait que l'eau qui était faite à Yule, qui était dans les puits, etc., et qui restait de là depuis un petit moment, qui était chargée en énergie, et ben on pensait que ça pouvait apporter la bonne fortune et la richesse, tout simplement. Et c'est quelque chose qui est resté, qui se perd du coup, parce que bah, c'est quand même quelque chose qui est quand même relativement moins connu. Et en fait, pour vous dire, à l'horloge de minuit, donc pour Yule, les gens se jetaient sur les puits pour récupérer cette eau et la garder chez eux. Donc ils n'en buvaient pas, ils n'en faisaient pas quoi que ce soit. Ils la gardaient tout simplement chez eux. Voilà, ils stockaient de l'eau. Voilà.
Ensuite, pour parler du coup de la deuxième rubrique, donc toujours sur les légendes de Yule, on va parler de la bûche de Yule, la fameuse bûche de Noël que vous connaissez. Elle vient des mythologies païennes, donc nordiques, celtes, etc. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit une bûche de Noël? C'est qu'il y a une histoire, bien sûr, avant à connaître. Donc, ça va être, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors là, je parle principalement pour la mythologie nordique. Vous allez voir que le feu est un peu comme étant sacré. C'est même pas un peu, c'est extrêmement sacré. Par exemple, quand une personne proche de votre famille va décéder ou quoi que ce soit, on va avoir tendance à la brûler sur pas une espèce de bûcher, mais sur un lit de bois qu'on va cramer. Voilà, c'est pour les rendre hommage et libérer leur âme, entre guillemets, de l'enveloppe charnelle qui les retient prisonniers. Voilà. Donc, en fait, pour Yule, littéralement, on faisait brûler une bûche qui, du coup, assurait, pareil, toujours la bonne fortune. Alors, me demandez pas pourquoi toujours la bonne fortune, mais c'était quelque chose qui était extrêmement demandé à l'époque, d'accord? Et la bûche, en fait, symbolisait la diétété de la végétation. Et donc, on va parler de l'homme vert, voilà. Et en fait, ces cendres qui possédaient donc un pouvoir magique de fertilisation, après elles étaient dispersées dans les champs afin que du coup les terres du coup donnent des fruits, tout ça. Voilà. Et de petit à petit, en fait, ça s'est transformé en bûche de Noël parce que du coup, ça a été repris par les chrétiens, voilà, qui en ont fait du coup la bûche de Noël et qui du coup ont fait une bûche à proprement parler pour en dessert le truc glacé là que vous connaissez tous. Voilà. Et du coup, la troisième petite histoire qui du coup vient de pareil des mythologies païennes, ça va être le baiser sous le rameau, donc le gui, pour ceux qui connaissent. Alors en fait, donc après, je ne vais pas vous réexpliquer la légende du baiser sous le gui, hein, parce que c'est une légende qui est extrêmement connue, mais à la base, en fait, elle partait donc des mythologies païennes. Voilà. Sauf que du coup, normalement, le gui, au lieu d'être toujours accroché au-dessus d'un appât de porte ou quoi que ce soit, normalement, le gui, il doit être brûlé au bout de la 12e nuit. Voilà. Euh, et chaque personne qui, du coup, s'embrassait sous ce gui devait donc ramasser. Vous savez, normalement, sous le gui, il y a des petites boules rouges. Et en fait, les personnes devaient en ramasser. Et une fois qu'il n'y en avait plus, que le truc était simplement vert, et ben on devait le brûler. Voilà. Et ça, c'est une tradition qui aujourd'hui ne se fait plus. Tout simplement. Normalement, pareil, les personnes qui s'embrassent sous le gui ne pourront jamais se marier. Alors ça, c'est dans les légendes. Alors ça, je me souviens plus de si c'est toujours dans la légende qui existe aujourd'hui, mais à l'époque, c'était comme ça. Les personnes qui s'embrassaient sous le gui ne pourront jamais se marier. C'est tout simplement une des règles qui a été mise en place par cette légende. Voilà. Alors c'est trois petites légendes qui étaient courtes, mais qui sont quand même importantes pour Yule, parce que bah, c'est les trois légendes principales, hein. Après, il en existe plein d'autres, mais que moi, en tout cas, je n'en ai pas encore l'existence. Donc voilà, c'est la fin de cette rubrique. Donc, si jamais vous avez des questions sur donc, que ce soit sur le nouvel, sur la bûche de Yule ou même sur le baiser sur le rameau, bah, je suis entièrement disposé à répondre à vos questions. Eh ben Voilà. merci pour cette belle chronique. On repasse en transition sur voilà, sur l'écran principal. Donc effectivement, il y a des gens qui ont parlé dans le chat, donc je vais te le dire. Il y a il y a Kilis qui m'a fait bien rire parce qu'elle elle, je sais plus, a dit il s'embrasse sous une plante qui est un poison. Bizarre. Alors oui, alors pourquoi? Alors, à votre avis, pourquoi on s'embrassait sous du poison? C'est un rapport avec une des règles que je vous ai dit. Ah, le truc de merde. Comme De quoi on les peut gens ne pas se pourront marier. jamais se marier. Parce que ben, justement, à l'époque, donc ça c'est encore plus loin derrière, Mhm. c'était qu'apparemment les gens qui faisaient ça du coup sous le gui, eh ben, il y a un des deux qui mourait Ah d'accord. à cause du poison. Voilà, parce qu'en fait à la fin, normalement la petite boule, alors dans la mythologie nordique, la petite boule, on la prend et c'est tout. À l'époque, on la prenait et on la mangeait. Yeah. Voilà, Aïe aïe aïe. D'accord. Bah, c'est bon à savoir. simplement. Et il y a Nella aussi qui dit question, cette année je célèbre Yule avec des amis et je voulais savoir si brûler une bougie en forme de bûche de bois était une bonne manière de symboliser la bûche traditionnelle, entre parenthèses, plus compliquée à mettre en place. Alors oui, en soi ça peut fonctionner tant que tu émets ton intention et que bah, forcément ça a la forme d'une bûche, ça ira.
L'important, ça va être tout simplement l'intention que tu vas y mettre toi dedans. Et du moment que tu as la flamme, donc que ça brûle, tout simplement. Ah oui, Alors c'est ça. En après, plus, il y a le feu avec la bougie. oui, c'est ça. Alors après, c'est pas la même flamme, mais ça restera quand même. Il y aura quand même le feu qui sera présent. Oui, carrément. Et il y Voilà. a Nouillet Claude qui dit il y a eu énormément de récupérations religieuses pour convertir aux religions uniques. En vrai, c'est pas bête. La preuve, on a encore la bûche de Noël comme quoi. Moi, je conserve toujours mes cendres de Yule pour l'année d'après pour que les vœux disparaissent jamais. Oh, c'est beau. Et alors, si jamais, du coup, pour revenir au premier message que tu as envoyé, Nouille, je parlerai dans ma prochaine chronique, donc celle après que Euclide aura faite, où justement je reviendrai là-dessus, parce qu'il y a quand même des choses importantes à savoir. Voilà. Oui, effectivement, parce qu'après, il va nous parler du coup des panthéons et ce sera toujours un peu lié. Du coup, de rien n'est là. Et Kilis qui dit ambiance macabre un peu. Je pense que c'est par rapport au Guy et par rapport au fait qu'il y en ait un qui crève. Je pense. En mode gothique, le Yule, tu sais. En mode famille Adams. Et oui, mais moi j'avais su aussi que les Wiccans s'étaient approprié la bûche de Yule parce qu'ils ont repris la célébration de Yule en soi. Et que eux, c'était du coup, il fallait brûler la bûche dans sa cheminée le soir de Yule pour prévenir sa maison de toute attaque ésotérique ou même de tout mauvais esprit. Est-ce que c'était le cas aussi chez les Nordiques ou c'est juste les Wiccans qui ont collé ça dessus? Alors, je vais te faire répéter parce que tu as coupé en plein milieu, donc je suis pas sûr de ce que tu as dit. Ah mince, je suis pas robotique, c'est bon? Non, non, c'est bon, Ok. t'es pas robotique. Donc du coup, je répète. Les Wiccans, pour eux, la bûche, on l'a fait brûler le soir de Yule pour éloigner les mauvais esprits de la maison et la prévenir pendant un an. Est-ce que c'était la même chose chez les Nordiques ou c'est que les Wiccans? Alors non, ça c'est principalement pour les week-ends. Ok, ok. Il y a Kilis qui dit et le feu ne doit pas s'éteindre aussi. De la bûche des Wiccans, oui, effectivement. Euh, Vas-y. Et aussi pour revenir à ce que, bah, toujours cette bûche du coup qui brûle, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on faisait brûler les sorcières, sorciers sur un bûcher littéralement à l'époque? Pour purifier. Purifier pour le Alors feu. en soi oui, mais alors ça porte un autre nom dans le sens où en fait ils estimaient que simplement les crucifix ou quoi que ce soit là de leur truc, ça ne suffirait pas dans le sens où ça serait purement physiquement, genre ils auraient juste, ce sera juste par rapport à leur corps. Et en fait le fait de les brûler, c'est qu'ils pensaient que leur âme brûlait avec, et donc ils ne pourraient pas se ressusciter ou se transplanter dans quelqu'un d'autre. Voilà, tout simplement. Donc ça vient un peu du même sens de la mythologie nordique ou quand on brûle des membres de sa famille qui sont décédés pour libérer leur âme de l'enveloppe charnelle pour les laisser monter au paradis. D'accord. Et du coup, il y a Kilis qui avait tenté une explication. Du coup, il y a le décalage évidemment. Qui dit le feu est lié à Loki, Loki est lié au diable. Je tente un truc. Ça aurait pu. Alors, oui et non. Alors, il y a d'autres dieux qui sont beaucoup plus comparables au diable que Loki. Oui, parce Voilà, mais ça, que j'y Loki, reviendrai par écrit. c'est la représentation un peu du MCU, du méchant des Avengers et Ouais, tout alors ça ça. aussi, j'y reviendrai là-dessus, parce qu'il y a certaines choses qui sont... Voilà. Ah, il est trigger, il nous expliquera. Donc du coup, je propose qu'on ferme cet arc sur les légendes de Yule. On pourra toujours y revenir de toute façon, et puis on va y revenir après, j'imagine, tu nous as dit. Oui. Hop, et du coup, nous allons passer sur la première de la rubrique. Nos sorciers ont du talent avec moi-même. Et où est ma transition? Elle est là. Hop là, petite transition des familles. Et je la trouve très lente aujourd'hui, cette transition. Il faudrait que... Peut-être que... Ah non, là, elle est bien. Ok. Ça dépend les fois. Donc du coup, première de nos sorciers ont du talent. Et aujourd'hui, je vais vous présenter... Je ne suis pas sur la bonne page. Voilà. Je vais vous présenter le cerf noir. Donc peut-être qu'il y en a qui le connaissent déjà. Le cerf noir, je vais sortir hop, mon petit Word. Donc le cerf noir, c'est un artisan, un créateur français qui semble présent depuis pas mal de temps sur les réseaux. J'ai pas pu retrouver cette information en essayant de le stalker, mais c'est pas grave. Où il présente et vend sur certaines plateformes ses travaux. Donc du coup, je vais vous présenter un petit peu
tout ce que cette personne fait. Donc si je vous le présente aujourd'hui, c'est parce que cet artiste est aussi sorcier, si on en croit à son nom sur Instagram, Witch Artist, si vous allez voir sur Instagram, mais si vous le cherchez, il vaut mieux taper Cerf Noir, c'est un petit peu son surnom en fait. Je sais plus comment ça s'appelle exactement sur Instagram. Et si du coup vous regardez son nom sur Instagram, c'est entouré de la rune Elaz, qui s'appelle aussi Algiz, rune nordique de la connexion au divin et de la protection, entre autres choses. Mais du coup, Wolfie nous en parlera un peu mieux tout à l'heure. Donc, alors quoi de mieux que de parler de Cerf Noir pour la première de cette chronique. Nos sorciers ont du talent. Je vais du coup vous présenter un petit peu certains de ses travaux et pour commencer, je vais vous montrer un petit peu la liste, je vais mettre sur le diaporama, de ce qu'il propose sur sa boutique. Donc on peut voir du coup qu'il propose des bijoux, des cartes, des badges, des patchs, des porte-clés, des crânes peints, des forex, d'ailleurs j'ai pas eu le temps de chercher ce que c'était, des pins en métal, des créations autour des esprits familiers, des amulettes, des tableaux, des linogravures et des tapis de souris et des vêtements. Ça fait énormément de choses. D'ailleurs, si vous allez sur son site, vous verrez que certaines catégories sont vides, mais comme c'est un artiste qui a l'air de travailler seul, j'imagine qu'il alimente tout ça au fur et à mesure. Donc il vaut mieux aller suivre son travail sur ses réseaux si ça vous intéresse. Donc parmi mes petits favoris, j'ai les colliers. Les colliers qui sont en laiton et qui sont du coup frappés de runes. Et je crois qu'il y a d'autres frappes sur d'autres colliers, mais en tout cas ceux-là, moi je les trouve je les trouvais excessivement beaux, donc ils sont frappés de runes et du coup il y a des colliers avec des formes différentes et avec des runes différentes que vous pouvez commander directement sur son site ou sur son Etsy aussi. Il y a aussi des cartes, alors je sais pas pourquoi mais la capture d'écran n'est pas passée, donc c'est des petites cartes en papier, j'imagine rigidifiées avec des très jolies illustrations dessus. Et du coup, je voulais finir aussi avec le tapis souris que j'ai moi-même acheté en fait. Donc, ça fait un moment que je le suivais sur les réseaux. Et voilà, tapis souris que j'ai acheté qui est très très bien, très qualitatif. Et j'aime beaucoup les illustrations de toute façon qu'il présente. Donc en fait, dès que j'ai vu le tapis souris, vu que je devais en changer un, je me suis dit j'achète celui-là, c'est obligé. En termes d'inspiration, il va chercher un petit peu dans la mythologie nordique, même d'autres mythologies un petit peu du côté celtique aussi. Et il va chercher dans les esthétiques proches de la nature et parfois un petit peu de ce qu'on appelle le creepy. Donc là, vous voyez avec le tapis souris, notamment avec le côté os. Donc du coup, vous pourrez retrouver aussi Cerf Noir sur certaines conventions. Par exemple, il a été récemment au Saint-Malo Japan Expo Show, où il a tenu un stand avec ses créations. Donc encore une fois, c'est à suivre sur ses réseaux si ça vous intéresse. Et en espérant vous avoir fait faire une belle découverte avec cet artiste que j'ai découvert il y a pas mal de temps, mais dont j'ai acheté les produits que récemment. Donc voilà, allez le suivre sur ses réseaux si ça vous plaît. Et je repasse à l'écran principal et je remets OBS ici. Non, ça c'est TikTok. Mince, j'ai pas fait... Alors attends. OBS, où es-tu? Tu es là. J'ai adoré les colliers avec les runes que tu m'as montré. Ah t'as vu, ils sont beaux, hein. Ils sont Ah oui. super beaux. Moi j'hésite à m'acheter celui du coup de ma rune... Dominante. Ouais, de la rune dominante, mais en fait d'abord, alors n'y voyez pas quelque chose de mal, mais d'abord j'aimerais refaire les tatouages que j'ai sur les doigts. Donc là, voilà, parce que je l'ai sur les deux doigts là. Putain, je fais le signe de... J'ai fait le signe de Jules sans m'en rendre compte, au secours. D'ailleurs, petit truc un peu rigolo. Pour ceux qui la connaissent, Sarah s'est fait exactement le même tatouage que moi au même endroit et on s'est même pas concerté là-dessus. C'est-à-dire que sans le savoir, on a fait le même tatouage au même endroit sans se le dire et je trouve ça très très drôle. Il y a Choubaquette qui dit c'est grave sympa comme live, j'adore. Et bah un plaisir de t'avoir avec nous, Choubaquette sur TikTok. Et qui dit ce qu'il dit, j'ai vu ses créations en vrai et elles sont toutes belles, vraiment j'aime beaucoup. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé, et c'est ce dont je me suis rendu compte avec le Cerf Noir du coup quand j'ai commandé le tapis souris, c'est vraiment le côté qualitatif parce que tu sais parfois il y a des créateurs qui font des petites illustrations et qui par exemple vendent des t-shirts ou des tapis souris et des trucs avec. Et ils vont pas miser sur la qualité du produit derrière, ils vont aller genre sur un truc genre Spreadshirt ou des trucs comme ça, genre très classique avec des tissus qui sont pas forcément recherchés. Mais si par exemple je vous remontre
Le tapis souris, c'est vraiment un truc super qualitatif. C'est épais, ça tient sur le bureau. Genre là, vous avez vraiment une matière qui accroche. Donc, ils recherchent vraiment de la qualité dans ces produits. Comme les colliers qui sont pas en trucs trop croisés, c'est en laiton. C'est vraiment très agréable de voir un artiste qui recherche à ce que ses produits soient bons, même si c'est pas lui qui fait tous ces produits. J'imagine qu'il passe par exemple pour le tapis de souris, j'imagine qu'il passe par un autre créateur qui fait des tapis de souris et qui du coup il lui commande, ils sont livrés, enfin tout un échange de procédés. Après peut-être que les colliers il les achète, les reçoit et les frappe, ça je sais pas du tout comment il fait, mais en tout cas c'est lui qui design ses produits. Voilà. Pour le cadeau de Yule, on est là. D'ailleurs, il faisait une promotion là récemment, mais comme elle s'était finie il y a quelques jours, j'ai pas pu vous la partager. Mais il y avait une promotion du coup avant décembre, c'était avec un code promo Yule 2022, il y avait 10% de réduc, mais là elle est plus disponible. Et il y a Arca sur TikTok qui dit ami de la magie, bonsoir, effectivement. Coucou Arca. Bonsoir. Il y a Kilis qui dit oui d'ailleurs j'avais acheté un collier rune, impossible de la retrouver, j'ai la haine qu'elle se cache. Non mais ça, Ah merde. ça quand il y a un objet magique qu'on ne trouve pas, c'est qu'il y a un truc avec. Je sais pas quelle rune est sur ce collier, mais il y a un truc que tu dois comprendre de cette rune je pense. Voilà, c'était... une fois j'avais une bague avec pareil ma rune, et elle je l'ai perdue définitivement maintenant. Et je sais pas pourquoi, mais je pense que tu vois j'ai retravaillé derrière, mais tu vois la première fois je l'avais perdu et je l'ai trouvé, mais là je l'ai perdu définitivement, c'est à dire que je l'ai perdu dans la rue, mais en même temps là je pense que c'était un petit peu, bon moi je crois pas au hasard, mais c'était un petit peu fait comme ça, c'est qu'elle était un peu grande pour moi déjà de base, et du coup j'étais obligé de la porter sur mon pouce et parfois elle tombait, donc la force des choses a fait que cette bague ne devait pas me revenir. Il y a Nella qui dit pareil avec un de mes pendules introuvable depuis 3 mois. Ouais, bah voilà. Les objets magiques qui se font la malle, ça on connaît. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Wolfie, par rapport à ça. Non, pas spécialement. Non. Si tu n'as rien à rajouter, je t'envoie sur ta grosse chronique. Allez. Du coup, je vous invite dans la chronique Dans les pas des anciens avec Wolfie. Et une première sur la magie, nous allons pouvoir parler du panthéon nordique. Hop, c'est de transition et c'est à toi mon cher Wolfie. Alors, du coup, pour revenir à ce que Kailis disait un tout petit peu plus haut, comme quoi... non, c'était Nouille, pardon. Nouille par rapport à l'appropriation culturelle. Alors, à savoir que la mythologie nordique était très présente en Europe globale. Alors, peut-être... Attendez 2 petites secondes. Vas-y, on t'attend. C'est un guest, en fait. Ah, il faut savoir, juste pour vous expliquer, que Wolfie est en coloc. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait des fois des gens qui viennent lui demander des choses, comme ce qui est en train de se passer, j'imagine. Oui, il voulait me récupérer de l'encens, d'ailleurs. Et bah, big up Donc, voilà. au coloc. Du coup, oui, l'appropriation... Du coup, on était très présent en Europe. Voilà, c'est ce que je disais. Très présent en Europe. Alors, je ne crache pas dessus, attention à ce que je vais dire, ne déformez pas mes mots, mais les chrétiens nous ont virés de l'Europe. Voilà, pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de nous. Un peu comme les chrétiens, enfin avec les gens, avec les sorcières à l'époque. C'est-à-dire qu'ils en avaient peur par rapport à leur pouvoir, parce que eux, c'est pas qu'ils y croyaient pas, mais c'est que nous, principalement, pour la mythologie nordique, ou même que ce soit les Celtes, de toute façon, Hitler vous le confirmera, c'est des panthéons polythéistes, alors que les chrétiens sont monothéistes. Et ça leur faisait très peur. Voilà, ils nous prenaient pour des cinglés, littéralement. Du coup, en fait, ils nous ont chassés. Voilà. Et du coup, on a été... alors, pour la mythologie nordique, on a été s'installer en Europe, dans l'Europe du Nord, principalement. Donc, dans les pays scandinaves que vous allez retrouver, donc la Norvège, la Suède, etc. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite aparté de l'appropriation culturelle. Voilà, je voulais y revenir dessus. Par rapport à... D'ailleurs, on va faire un petit sujet sur les dieux... du coup, ont été représentés comme dans le MCU, dans Marvel. Alors,
faut savoir que Loki est peut-être l'un des personnages les mieux représentés du MCU dans la mythologie nordique, mais c'est pas forcément trop le cas. Pourquoi? Parce que à savoir que du coup, elle, qui du coup que vous voyez dans le Thor 3, normalement est la fille de Loki. Pareil pour le loup que vous voyez, qui est Fenrir, qui de base est beaucoup plus gros, et le fils de Loki. Euh, Tout ça. En fait, Loki a 6 fils au total, et enfin, c'est un peu parti dans le désordre, mais après, c'est des films de super-héros, voilà, c'est normal. Voilà, ils vont pas forcément reprendre l'exactitude de la mythologie. Pareil pour le Thor qui est dans le MCU, vous fiez pas du tout à ça. De base, que ce soit dans les Edda ou quoi que ce soit, Thor est gros. Il est pas aussi musclé que Chris, l'acteur de Thor. À Chris Non, Pratt. il est pas comme ça. Voilà, Chris Pratt. Non, c'est pas Chris Pratt, c'est Chris Hemsworth, un truc comme ça. Ah, j'ai confondu. Mais si Thor n'est pas comme ça, c'est voilà. Alors Odin lui aussi est à peu près bien représenté, mais ça Odin on le voit pas beaucoup dans les films Marvel. Mais voilà, c'est pour la petite aparté. Et du coup, merci Kailis. Et du coup, oui, il y a Mangdar, mais du coup, que lui, on ne voit pas dans le MCU, si je dis pas de bêtises, qui est aussi un des fils de Loki, et Stepnir aussi. Voilà. Qui d'ailleurs, pour ceux qui aiment bien la mythologie nordique, il y a une série que je vous conseille beaucoup sur Netflix, qui s'appelle Ragnarok. Voilà, il y a actuellement 2 ou 3 saisons, je crois. Il y a une dernière qui est en préparation, mais ça parle de Thor et de Loki. Voilà. Et je l'aime beaucoup. Donc je vous conseille d'aller la voir. Et en même temps, ça vous apprendra aussi bien la mythologie nordique comme il faut. Que dire ensuite sur la mythologie nordique? Alors, je vais parler aussi du coup de l'arbre vie, de l'arbre du monde, tout simplement. Donc Yggdrasil, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Yggdrasil qui est présent un peu partout au final. Pas forcément que chez les Nordiques, il me semble que chez les Celtes, il y a aussi un arbre de vie. Mais je crois qu'il n'a pas le même truc. Je sais pas si je me trompe, Euclide. Alors effectivement, on a le symbole de l'arbre de vie, mais nous, on n'a pas toute une mythologie autour avec les mondes et tout ça. C'est juste un symbole de connexion entre la terre et le ciel, en gros. Voilà. Du coup, chez nous, alors en théorie, on aurait 9 royaumes à cet arbre de vie, donc à l'Yggdrasil. Donc le premier qui serait Asgard, donc là où il y a les dieux, tout simplement, là où vous allez retrouver Odin, Thor et tout ça. Ensuite, vous allez avoir Vanaheim, qui est le royaume des Vannes, tout simplement. Alfheim, qui est le royaume des elfes clairs. Midgard, qui du coup est connu comme la Terre, au final. Jotunheim, qui est le monde des géants, là où vous allez retrouver que ce soit les géants de glace ou quoi que ce soit. Ensuite, vous allez retrouver, alors si je ne me trompe pas, c'est Svartalheim, c'est les elfes sombres, et parfois vous allez aussi retrouver des nains, mais ça, je vous en reparlerai juste après, il y a une incertitude. Et Nilfheim, qui est le royaume des brumes, voilà. Vous avez Muspelheim, le royaume du feu. Voilà, parce qu'on a un royaume qui est dédié au feu, étant donné que le feu est relativement sacré. Et vous allez avoir Helheim, qui du coup est le royaume des morts, qui, pour comparer aux chrétiens, est un peu considéré comme l'enfer. Voilà. À savoir qu'il y a une grosse incertitude au nombre des mondes, puisqu'il existe une des variantes à cette répartition. Voilà. Il existerait apparemment, ça n'est pas une certitude, d'autres royaumes, mais par exemple, il existerait un royaume pour les nains qui s'appellerait Nidavellir. Alors, je ne sais pas si je le prononce exactement, attention, je m'excuse s'il y a des connaisseurs. Et certains, selon texte, Helheim et Niflheim ne feraient qu'un. Mais ça, c'est encore une fois que merde, des incertitudes, parce qu'en fait, ils sont inscrits dans les DA, mais à savoir que du coup, les DA sur la mythologie nordique n'est pas forcément un référentiel. Il permet d'apprendre les bases de la mythologie nordique, mais ce n'est pas non plus un référentiel. Voilà. Quoi dire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais aborder d'autre sans forcément trop rentrer dans les détails sur la mythologie nordique? Euh, Les principaux Oui, dieux peut-être aussi. oui, bah pour les principaux dieux, bah, vous allez avoir que ce soit Odin, du coup le père de tous, donc qui est l'équivalent, on va dire, de Zeus dans la mythologie grecque. Après, vous allez avoir Thor, le dieu du tonnerre, Loki, dieu de la malice, Elle, qui est du coup la déesse de la mort. Ensuite, vous allez avoir Valir, pardon, qui est du coup le dieu de la vengeance. Après, vous avez énormément de dieux. Alors, à savoir que du coup, c'est comme un peu comme
la mythologie grecque et romaine, c'est que vous allez avoir un certain nombre de dieux qui va représenter du coup leur espèce de bâtiment, là j'ai oublié le nom, pardon, excusez-moi. Et après vous allez avoir toute une épopée de dieux en dessous qui du coup ne sont pas au même rang que les autres. Je sais plus si c'est comme ça que ça se prononce, mais voilà. Et alors je voulais parler d'un truc, mais du coup je ne me souviens plus exactement. Alors oui, les runes, voilà. Du coup, pour faire l'aparté de tout à l'heure à Ethlid qui a fait sur la cartomancie, qui a fait une chronique là-dessus. Alors, sachez qu'il existe une variante chez nous, la mythologie nordique. Alors, il y a aussi des tarots. Il y a très bien des tarots, vous pouvez très bien en trouver, il n'y a aucun souci là-dessus pour ceux qui sont plus à l'aise avec les cartes. Autrement, vous avez les jeux de runes. Voilà, les jeux de runes qui sont. Alors, pour ma part, je préfère travailler avec un jeu de runes parce que je me sens plus à l'aise. Après, tout dépend de vous, comment vous vous sentez à l'aise avec la relation que vous avez avec, comme disait Euclide tout à l'heure. Mais grosso modo, ça va être à peu près la même chose, sauf que là, vous allez travailler principalement avec les runes. Donc là, soyez en accord avec les runes. Connaissez bien les runes, parce que si vous les connaissez pas, ça peut vous porter préjudice. Voilà. Alors là, j'en ai pas sous la main à vous présenter, mais autrement, je peux vous aider un jeu de runes en os et un jeu de runes en en opale de feu. Voilà, tout simplement. J'en ai deux. Celui que j'utilise le plus, c'est le jeu de runes en os. Voilà. Parce que c'est celui que je suis le plus à l'aise à travailler avec, tout simplement. Voilà. Pour tout ce qui est de la mythologie nordique, du coup, à savoir que nous, on va avoir trois animaux exactement qui vont être phares par rapport à la mythologie nordique, qui vont un peu les représenter. Vous allez retrouver le cerf, qui a quand même une bonne, comment dire, utilité, non pas utilité, excusez-moi, je cherche mes mots, signification auprès de la mythologie nordique. Vous avez le loup et l'ours. Ça va être les trois principautés qui à l'occasion, à l'époque des Vikings, pouvaient représenter même certaines maisons, si je puis dire, chez les Vikings, voilà, qui étaient représentées donc par ces animaux, enfin des clans, pour le coup, voilà. Alors, je pense que je vais arrêter la chronique là, parce que pour le coup, j'évite de trop rentrer non plus dans trop les détails pour éviter de vous endormir ou même faire ça durer des heures, tout simplement. Mais si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, bah, je serai apte à y répondre. Et parce que ça, c'est le genre de sujet, on pourrait y parler, on pourrait en parler C'est pour pendant ça que des heures et des heures et des heures. j'essaie de faire à chaque fois des résumés, mais Après, moi, tu vois, ce que je fais, enfin, ce que j'ai déjà fait dans la magie, c'est que j'avais fait une chronique sur les Celtes, un peu comme toi, tu viens de le faire, en balayant un petit peu les grands sujets. Et après, à chaque fois, bah, j'ai fait une chronique sur Ogma, une chronique sur une Mm. légende, et au fur et à mesure, en fait, tu rentres dans les détails, mais sans faire des conférences Ouais. de 3 heures. Et du coup, dans le chat, du coup, tu avais déjà lu ce que disait Kilis. Ah, j'avais une question vite fait sur les runes. Oui. Parce que du coup, j'avais expliqué que dans les cartes, tu avais des jeux de cartes où chaque carte était liée à une entité, ou des cartes où le jeu entier était lié à une seule entité. Les runes, on est d'accord que ça fait partie de la catégorie que chaque rune, c'est une entité. C'est ça. Hmm. Pourquoi? Parce que chaque rune en fait va être reliée, alors que ce soit une ou deux runes, parce que de temps en temps il va y en avoir plusieurs, elles vont être regroupées pour être dédiées, alors pas dédiées, mais représenter un dieu ou une déesse, tout D'accord. simplement. Voilà. Bah, par exemple, comme toi qui, du coup, on en parlait la dernière fois, qui est ta rune Dominante. dominante, qui est liée à elle. Pourquoi? Parce que c'est la déesse de la mort et que ta rune à toi dominante félicite le chemin vers la mort. Enfin, vers la mort. Tu les accompagnes. Voilà. D'accord, bah Tout tu vois, simplement. ça je le savais pas, donc c'est bien de savoir que je suis relié à elle dans une certaine... En plus, avec les questions que... Enfin, les recherches que je fais en ce moment, c'est marrant de l'apprendre maintenant quand même. Et pour le contexte, en fait, Voilà. je fais beaucoup de recherches sur la mort et l'énergie liée autour de la mort, donc du coup, c'est très drôle que je découvre que ma rune dominante soit liée à elle maintenant, quoi. Il y a Nella qui pose une question, c'est est-ce que le fait que tes runes soient en os ajoute une symbolique ou une utilité? Alors, à savoir que pour moi, ça ajoute une symbolité parce que bah, les premiers jeux de runes qui ont existé dans l'histoire ont été faits en os. Après, à savoir que par contre, du coup, pour moi qui est un jeu en opale de feu aussi,
Tu rajoutes en plus de ça l'effet de la pierre en elle-même. Bon, après, ça serait on rentrerait carrément dans la lithothérapie, mais c'est en fonction de chaque pierre, à chaque effet différent. L'os n'a pas forcément d'effet particulier, simplement pour le fait que ce soit symbolique et le fait de pouvoir être à l'aise sans forcément se retrouver avec une opale de feu qui va, je sais pas, qui va emmagasiner ton énergie ou quoi que ce soit. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais Moi j'ai compris. voilà, Et pour tout expliquer un simplement. peu par rapport aux os plus spécifiquement, les os n'ont pas, enfin, ont l'énergie latente, ce que j'appelle les mémoires de l'âme qu'il y avait dans l'os, c'est-à-dire toute l'histoire du corps depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Mais c'est une énergie latente et endormie, donc quand j'imagine que quand on travaille avec les runes, c'est pas une énergie qu'on va aller chercher parce qu'elle n'est pas forcément intéressante non plus, quoi. Non. Ouais, voilà, on va plus se lier avec la rune. Mais dans la magie des eaux, d'ailleurs, il faudrait que je fasse une chronique sur la magie des eaux. Ces énergies-là sont pas automatiques. Voilà, elles sont Mm. là, mais elles sont endormies. Pour expliquer un petit peu. Ça c'est good, ça c'est good. Je crois que j'avais. Non, j'avais plus de questions. Non, j'avais plus de questions. C'était Voilà. clair et c'était bien. Et Alors, les runes, oui. je tiens aussi juste à mettre un petit point de précision, parce que les runes ont, alors ceci, j'ai pas abordé, les runes ont énormément d'utilité, que ce soit pour la divination, pour juste l'alphabet, tout simplement, comme ça peut être pour la protection ou quoi que ce soit. Si jamais il y en a qui souhaitent les manier ou quoi que ce soit, faites-le avec grande précaution, parce que ça peut être extrêmement dangereux, tout simplement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est lié que ce soit à des dieux ou des déesses. Donc, la mauvaise utilisation peut vous fâcher, enfin, peut fâcher le dieu ou la déesse avec qui vous aurez souhaité travailler. Donc, c'est pour ça, faites attention, protégez-vous bien, hein. Parce que j'en ai connu qui, du coup, utilisaient certaines choses sans se protéger. Donc, voilà. Ça aurait très bien pu être moi. Une petite Aussi. initiation est préférable pour les runes. Oui, bon après une initiation, là en soi vous avez vécu une initiation rune, hein. Oui, alors après, il en existe plein des initiations aux runes dans le sens pour l'utilisation que vous souhaitez en faire, il en existera toujours. Après, c'est à vous de voir comment vous le sentez par rapport à votre instinct, votre ressenti aussi, par rapport à l'énergie qu'elles peuvent dégager. Voilà. Et par rapport aussi, alors, ça je vais en parler aussi un petit peu, de votre rune dominante. Voilà, parce que on a tous une rune dominante, une ou deux, alors deux c'est quand même relativement rare, mais une rune qui vous correspondra le plus. Et en fait, ce sera littéralement comme si vous aviez un dieu ou une déesse qui vous correspondra le plus. Voilà. Et il y a Nella du coup qui pose la question au niveau de la pratique avec les runes, faut-il activer les runes quand on s'en sert pour se protéger, etc. Du coup, Alors, ça dépend de maintenant ta rune, comment tu vas t'en servir. Si tu vas la graver par exemple sur une bague, sur une pierre, que tu vas la graver sur ton collier, sur quoi que ce soit, en fait, dans tous les cas, il va falloir que du coup tu la recharges quand même. Mais oui, en soi, il faut quand même les activer, il faut quand même que tu l'actives, mais ça se recharge. Ah, c'est comme tout, ça a une énergie, c'est comme si tu avais une batterie qui au bout d'un moment va se décharger. hmm. Voilà. Et sur TikTok, il y a Choubaquette qui demande comment connaître sa rune dominante. Alors, ça, il y a plein de façons de le connaître, que ce soit en méditant, en se posant des questions, quoi que ce soit, ou en allant fouiller un petit peu dans les grimoires. Alors, j'ai un très bon grimoire si jamais vous le cherchez. Alors, je vais vous le sortir, qui du coup regroupe que ce soit l'ancien ou le nouveau Futark. Alors, du coup, ce sera le grimoire des runes par Morrigan. Voilà, vous tapez ça sur Google tout simplement, et vous allez le trouver. C'est un PDF que vous allez trouver sur Internet. Donc vous fouillez un peu, vous cherchez, vous allez voir que bah, c'est des runes qui ont beaucoup de choses, donc que ce soit là, par rapport à la polarité de la rune ou quoi que ce soit, qui vont vous correspondre. À savoir que selon ce que vous souhaitez faire, que vous sentez intéressé par quoi que ce soit, il y aura forcément une rune qui va vous correspondre. Et dedans, bah, dans ce grimoire-là, vous pourrez la trouver. Alors je sais pas si je peux mettre des liens dans le chat, mais si Oui, je peux tu mettre peux des liens, je normalement, mets oui. et ben allez, hop, je Essaye. mets le lien du grimoire. Voilà. Et dedans, vous avez énormément de runes. Vous avez le nouveau et vous avez l'ancien Futark. Hmm. Alors, parce que l'ancien, c'était celui qui était utilisé, vous avez un nouveau qui a été refait au goût du jour.
Alors, à quoi il sert? Je vous avoue, je n'en sais strictement rien. Voilà. Mais au moins, il est là. Voilà, il est là. Après, je vous avoue que moi, je me sers uniquement de l'ancien. Voilà, parce que c'est le plus fiable par rapport au Dieu et au DS. Voilà. D'ailleurs, Le du nouveau est plus coup, né à de l'alphabet, en fait. Choubaquette, il n'y a pas de lien qui va s'afficher sur TikTok parce que je crois que Hmm. on peut pas. Attends, je vais essayer. Mais du coup, j'espère que tu as bien noté le nom. Parce que du coup, sur le chat Twitch, on peut partager des liens, mais sur TikTok, je sais pas. Alors attends, j'essaye. Alors oui, après, c'est autrement, tu as Ouais. le runamal, mais moi, je sais que mon petit, et encore le runamal, c'est autre chose. Tu as le petit grimoire là, que moi, j'utilise beaucoup, que j'aime bien, parce que c'est un petit grimoire sympa. Puis si jamais vous voulez l'imprimer et en faire un livre, bah, c'est totalement possible, hein. Mais après, moi, je sais que je le garde pour le moment sous forme de PDF, et j'imprimerai peut-être plus tard. À voir. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Mais en plus, je pense que les runes, c'est carrément un truc dont on pourrait faire une chronique entière finalement. Ah oui, totalement. Moi, si tu veux m'inviter pour parler des runes, mais je t'en parle pendant des heures. Et il y a Nella qui dit c'est super intéressant et ce live tombe bien car je me renseigne beaucoup sur ce sujet. C'est marrant, ça, c'est comme si, comme qui dirait, il n'y aurait pas de hasard. Ah, Voilà. j'adore les synchronicités. Alors après, si jamais pour ceux qui ont beaucoup plus de questions sur la mythologie nordique ou quoi que ce soit, j'en fais un peu la promotion, mais sur le Discord de Euclid, je suis disponible pour tous ceux qui ont des questions et il y a un channel réservé au Panthéon nordique pour tous ceux qui le souhaitent. Et d'ailleurs, du coup, ce Discord, je peux pas aller dessus pour l'instant parce que là, c'est là où je capte la caméra de Wolfie. Mais moi je peux y Euh, aller. oui, mais en gros, ce. Qu'est-ce que. Attends. Voilà, c'est mieux. Bah, il y a eu un bug sur TikTok. Mais en gros, ce Discord, c'était mon Discord perso au début. Et maintenant, il s'appelle Autour du Feu. Pour ceux qui veulent le rechercher sur Discord, normalement, vous pouvez le trouver. Euh, Ah oui, Kilis. Elle dit mais Kilis. Wolfie, on s'est déjà parlé là-bas. Et oui. Ah mais oui, 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 pardon, oui, c'est bon, je me mets ton pseudo, je savais qu'il me disait un truc, oui, oui, on s'est peut-être parlé en privé. Oui, oui, voilà. Donc, oui, effectivement, sur le Discord, vous pouvez trouver des experts de plein de choses, du côté celte, nordique. Il y a même des gens qui sont sur le panthéon égyptien. C'est très intéressant d'ailleurs. Donc, vous pouvez venir y trouver des infos si vous voulez. Et je vais le partager aussi sur TikTok. Tiens, hop. Mais je sais pas si les liens ça marche sur TikTok. Genre, je les envoie et je suis en mode advienne que pourra. Voilà, mais en tout cas, ça s'affiche, mais je sais pas si c'est cliquable. Au revoir. Voilà. En tout cas, c'est sur ces informations-là que nous allons finir ce live. On a tenu quand même 1 heure avec 4 chroniques. En fait, c'est pour ça que l'émission elle dure toujours des plombs parce qu'à chaque fois, je sous-estime la capacité de richesse de chaque chronique. Du coup, je me dis, ouais, en 1 heure, c'est plié, même en 50 minutes, alors que pas du tout. Du coup, pour vous en parler aussi vite fait, alors je ressors mon petit PDF, enfin pas mon petit PDF, mon Google Doc, parce qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent sur la magie. Donc évidemment, j'avais fait un premier live de cérémonie, hop hop hop, quand était venu Sowin. Donc évidemment, à chaque fois que vous voyez ma tronche, c'est forcément par rapport à un truc celte. Hop. Donc les lives de cérémonie vont être maintenus, c'est-à-dire qu'à chaque cérémonie je ferai un live, que je fasse la cérémonie en live ou que juste je la montre. Donc du coup chronologiquement, ce mois-ci, notez bien dans vos agendas, le dimanche 18 nous ferons le premier concept table ronde avec des invités et parmi ces invités nous avons Arca. Nous avons Nymphéas, nous avons Mom and Witch qui seront là. Wolfie, je sais pas si tu seras là, toi. Malheureusement, il y a des fortes chances que non, parce que c'est la date où je pars en Alsace, normalement. Oui, voilà. Et du coup, je sais plus qui j'ai invité d'autres, mais déjà, ces 3 invités-là de sûr. Peut-être des chroniqueurs de la magie, je sais plus s'il y en a qui m'ont dit oui ou pas. Oui, que du beau monde, effectivement.
Dans cette table ronde, du coup, dimanche 18, il n'y a pas encore d'heure, mais ce sera aux alentours des heures qu'on a les dimanches d'émission. Ce sera autour des représentations de la magie et de la sorcellerie, donc dans tout ce qui est les médias, les films, les jeux vidéo et tout ça. Donc on va parler un petit peu de ce sujet-là. Et le mercredi 21 à 18h, si tout va bien, je parlerai du coup de Alban Artuan, qui est la version, l'inspiration de ce que vous connaissez de Noël, mais version celte. Donc la cérémonie, en gros, c'est un peu l'équivalent de Yule, sachant que les Celtes et les Nordiques se sont énormément côtoyés, donc forcément vous allez y retrouver des choses. Donc oui, voilà, le 21, je fête Yule, du coup, moi. Donc ceux qui sont intéressés par Alban Artuan, il y aura mon live. Ceux qui font autre chose, libre à vous de faire autre chose, évidemment. Et bientôt aussi, pas le mois prochain, mais quand on aura bien défini le concept, nous lancerons aussi Question pour un profane, qui sera un jeu un petit peu comme Question pour un champion, et basé aussi sur des trends TikTok que nous avons vus qui peuvent être super rigolotes à faire, où des sorciers vont amener un pote à eux qui est tout à fait profane, et on va essayer par des jeux de définir un gagnant, et on prend du temps parce qu'on aimerait qu'il y ait des lots à gagner, donc on cherche des partenaires. Ouais, énorme le nom du jeu, oui voilà. Donc le but ce serait que chacun apporte son pote profane qui représente un petit peu la team. Il répond à des questions, ce sera du style, déjà on va se baser sur la trend de... on montre des trucs en fonction, liés à la sorcellerie, ils essayent de deviner qu'est-ce que c'est ou ce genre de choses. On va faire plein de jeux différents et il y aura des choses à gagner avec nos partenaires, donc ça risque de prendre du temps parce que le temps de trouver un partenaire et tout ça, mais c'est en cours de création. Donc pour rappel, dimanche 18, table ronde, on sera sur Twitch et sur TikTok. Maintenant que je sais comment diffuser sur TikTok, on continuera à chaque émission. Et le mercredi 21, Alban Artuan avec moi. Et ce sera tout pour ce décembre-là. Et sur ce, nous vous disons au revoir. Je te laisse dire un petit au revoir, mon cher Wolfie. Au revoir. Et du coup, à la prochaine, dimanche 18, pour la table ronde avec tout ce beau monde. Au revoir à tous et bonne soirée. Hop là. Transition de l'extrême.